La première fois que j'ai découvert Céline, j'étais très jeune, j'avais 20 ans. Je me revois encore aller acheter, j'étais pauvre, j'étais passionné par la littérature. Je me revois encore aller acheter chez Giberjeune, donc un libraire d'occasion, un exemplaire de poche de Guignol's Band. Je ramène ce livre chez moi et je l'ouvre et je tombe sur le vol du guéridon qui traverse les airs et qui ouvre Guignol's Band, et je suis immédiatement happé par cette tornade stylistique et cette génialité de la verve de Céline. Je savais que Céline était un grand écrivain, mais je n'avais encore jamais lu aucune phrase de Céline. Voilà, c'est coup de foudre immédiat, comme d'ailleurs avec Proust. Au XXe siècle, il y a deux révolutionnaires romanesques, il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 15, il y a plus de grands écrivains, mais des vrais révolutionnaires romanesques en pensée et en style. Il y en a deux, c'est Proust et Céline, il n'y en a pas d'autres. Il y a chez Céline, d'abord, l'idée que toute existence est une mort à crédit. C'est-à-dire, c'est quelque chose, il a cette révélation-là dans Les Tranchées en 14, mais c'est quelque chose qui vient de très loin chez lui. Il est très angoissé par la mort, dès son adolescence, on voit ça dans sa correspondance, et surtout, c'est relativement banal d'être angoissé par la mort, mais surtout, il est convaincu que le bavardage ne sert qu'à masquer cette fatalité absolue et atroce. Et ça, très tôt, bien avant même, dès son adolescence, bien avant les tranchées, l'expérience horrible de la boucherie de la guerre de 14. Et il a une génialité évidente, stylistique, et de perception du monde et des êtres, et de la psychologie des êtres évidente, très vite, très tôt, on le perçoit. Ce qui fait sa singularité inouïe, si vous voulez, c'est qu'il va alimenter sa turbine prosodique et rhétorique en déclenchant ses propres extases et ses propres fureurs et ses propres transes. Et ça va donner quelque chose de tout à fait incomparable, parce que, au siècle de l'horreur absolue, qu'est le XXe siècle, il y a une voix tout à coup qui surgit et qui est à la mesure de cette horreur. Et cette voix, c'est l'écriture de Céline. J'ai évoqué l'idée d'un putsch langagier chez Céline parce qu'il a lui-même parlé de sa grande attaque contre le verbe. Il comprend que pour repenser le monde du XXe siècle, le monde de son époque, il faut repenser la langue de ce monde. Et la langue de ce monde, le style de ce monde, c'est un style qui pour lui est mort. La mort est à l'œuvre aussi dans les linéaments et dans la trame même de la langue, du langage. Il va donc considérer que lui, il doit pratiquer une sorte d'électrochoc sur la langue, c'est ce qu'il va appeler ma grande attaque contre le verbe. Il doit révolutionner véritablement, non seulement la littérature française, mais la langue même, le langage, le rapport de l'être humain à sa langue. Donc alors, il y a toutes les métaphores céliniennes que l'on connaît, toute la manière dont lui exploite cette guerre contre le verbe, l'émotion, dans le langage parlé, dans l'écrit, etc. Mais en réalité, ce qu'il comprend très vite, c'est que le XXe siècle est un siècle d'horreur absolue, pas parce qu'on y invente le massacre, ou le crime, ou la guerre, sont des choses vieilles comme le monde, mais parce qu'on y invente le blabla, c'est-à-dire la propagande. Le blabla, c'est un mot de Céline, c'est une invention, un terme aujourd'hui extraordinairement commun, c'est une invention de Céline, dans Bagatelle pour un massacre d'ailleurs, donc à l'intérieur même de son pamphlet antisémite, son premier pamphlet antisémite. Il comprend très vite que la mort va se déguiser derrière la propagande. Toutes les formes de propagande. Propagande sociale, propagande bourgeoise, propagande fasciste, il le dit tout ça. Propagande culturelle, propagande littéraire, les cocktails, les salons, les prix littéraires, etc. Propagande soviétique, évidemment. Il va faire un voyage en URSS, il va revenir complètement désabusé, avec un pamphlet d'ailleurs, un texte génial qui s'appelle Mea culpa, qui est 1000 fois au-dessus du voyage en URSS de Gide, et où immédiatement il va se mettre à dos toute la gauche française qu'il avait conquise grâce à Voyage au bout de la nuit auparavant. Donc voilà, c'est ça Céline, c'est quelqu'un qui a c'est comme un prophète biblique. Moi je l'ai comparé à un prophète biblique, à Ézéchiel, on pourrait dire. Pourquoi Ézéchiel ? Parce que Ézéchiel est ce prophète qui dans la Bible mange des tartines de merde, se nourrit de tartines de merde, ce qui faisait ricaner Voltaire, mais il y a un rapport avec l'excrémentalité, si vous voulez, du monde, qui est aussi celle de Céline. Il considère qu'un écrivain, il dit c'est dégueulasse, un type qui est assis comme ça, il ne veut jamais se faire prendre en photo en train d'écrire, il dit c'est comme être sur son trône, c'est-à-dire qu'il a une conception de l'écriture comme une sorte de défécation acide qui va radiographier le mensonge.
Il est passionné par cette idée que tout est mensonger. Et plus tard, à la fin de sa vie, donc dans les années 60, il va très vite comprendre que la propagande politique d'avant-guerre, elle est devenue autre chose, elle a transmuté. C'est pour ça que son antisémitisme se délite, si vous voulez. Il comprend que c'est anachronique. Il va s'en prendre, par exemple, à la publicité. Tout à la fin de sa vie, donc il meurt en 61, donc entre les années 50 et 60, il va s'en prendre à la publicité. Il comprend que c'est la publicité qui mène le monde. Et que ce qui est plus important, ce n'est pas l'objet de la publicité, mais le discours publicitaire. Donc ça en fait véritablement un précurseur de Debord. Il envisage, bon il va mourir assez tôt, en 61, mais il envisage déjà le surgissement de la société du spectacle, avec beaucoup de lucidité. Il revient à Meudon après l'exil que l'on connaît, au Danemark, en 51, et alors il devient évidemment un sujet de curiosité intense, les photographes, les intervieweurs viennent le voir, les télévisions, et il est confronté à la technique, à ce que lui appellera la frigidité de la technique. En particulier dans son pamphlet hilarant qui s'appelle Entretien avec le professeur Y. Et il comprend d'une part que ce sont de nouveau des machines frigides, c'est lui qui le dit, à blabla. La radio, le magnétophone, la télévision, bon, il n'y a pas encore de magnétoscope à l'époque, mais enfin, ce sont pour lui des machines à blabla, c'est-à-dire c'est des machines qui servent la propagande du monde. Et la radio, il écoute beaucoup la radio, il parle du salon de l'auto, il parle de la machine à laver, etc. Donc vous voyez, il est très au fait de choses qui sont devenues notre quotidien, mais dont lui perçoit la portée idéologique. Ce que l'on peut aujourd'hui voir en étudiant n'importe quelle publicité contemporaine. On peut voir l'immense portée idéologique d'une publicité pour une paire de baskets ou pour une bouteille de soda. Lui, il le voit très vite et très tôt. C'est un des premiers à comprendre ça pour la publicité de son temps, la réclame. Pourquoi Voyage au bout de la nuit est un chef-d'œuvre qui fait éruption comme ça dans l'histoire littéraire et qui impressionne absolument tout le monde? En partie parce que Céline n'y dévoile pas seulement l'écœurement qu'il a eu de participer à la Première Guerre mondiale, mais il trace un tableau du devenir planétaire des humains de son époque, donc de la première moitié du XXe siècle, où il perçoit une sorte de cohérence de l'horreur, cohérence du mal. C'est un livre sur le mal, Voyage au bout de la nuit, ça veut bien dire ce que ça veut dire, et où tout est cohérent pour lui entre des univers qu'on avait l'habitude de dissocier, que ce soit l'Afrique, l'Afrique de l'empire colonial, que ce soit la Première Guerre mondiale, évidemment, les tranchées, l'Afrique, New York, donc le capitalisme américain, la pauvreté, le vice, le monde du prolétariat, le monde du crime, etc. Donc le monde de la petite mafia. Il comprend que toute la planète est en train de basculer dans un immense charnier. C'est pour ça qu'après Voyage au bout de la nuit, il écrira Mort à crédit, et que ce qui règne sur le monde, c'est à la fois le mal et la mort. Alors, c'est une révélation qu'il a dans les tranchées, mais il va comprendre que la manière dont le globe, la planète, parce que c'est vraiment un roman planétaire, Voyage au bout de la nuit, s'organise, se recompose, se reconfigure après cette première déflagration mondiale. C'est inédit dans l'histoire des hommes, une guerre mondiale quand même, c'est la Première Guerre mondiale. Il comprend que ça se reconfigure d'une manière infiniment mensongère. C'est pour ça que Voyage au bout de la nuit est écrit déjà dans une petite musique célinienne, qui n'est rien à côté de ce qu'on va connaître après, mais qui est déjà d'une innovation absolue. Parce que c'est aussi une question de langue, question de langage. Je dois préciser que je suis juif. Je suis le petit-fils d'émigrés juifs de Pologne qui sont venus avant-guerre en France. Mes ancêtres étaient des chassidim, des gens très pieux, et j'aime infiniment ma religion, j'aime son livre, la Bible, j'aime sa langue, l'hébreu, j'aime ses rituels, j'aime ses coutumes, j'aime sa pensée, et j'aime sa mystique. Voilà. Et je suis écrivain. Et donc, m'intéressant à mon art, je me suis adonné à la littérature à la fin du XXe siècle, puisque je suis né en 1903, j'ai décidé d'étudier mes précurseurs. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, mes précurseurs en langue française, il y en a principalement deux, si vous voulez, il y a deux sommets, l'Everest et l'Himalaya, c'est Proust et Céline, qui me passionnent, tous les deux. Et j'ai consacré à chacun un essai. Dans le cas de Proust, bon, les choses vont de soi, si j'ose dire, mais dans le cas de Céline, il y a un petit hic, quand on est la personne que je viens de vous décrire,
c'est que Céline était évidemment entrée aussi dans l'histoire de la littérature et l'histoire culturelle comme étant un antisémite hyperbolique. J'ai voulu comprendre ça. J'ai voulu comprendre comment fonctionnait son antisémitisme. Je n'ai pas eu besoin d'être convaincu de son génie. J'ai adoré cet écrivain dès que j'ai commencé de le lire. En revanche, je n'ai pas lu tout de suite ses pamphlets antisémites. Ils n'étaient pas facilement disponibles sur le marché, et je ne voulais pas aller les acheter dans une librairie fasciste, les donner 400 francs, à l'époque c'était en francs, à un antisémite ou un fasciste. Donc, voilà, je me suis débrouillé pour les avoir en photocopie, et je les ai découverts à un certain moment, et je me suis aperçu... Alors d'abord, je dois dire, oui, qu'avant de lire les pamphlets antisémites de Céline, j'avais une méthode de lecture et d'étude de ces écrivains que j'aimais, Proust et Céline, qui est fortement influencée par la manière juive de manipuler les textes. Une lecture profondément talmudique, c'est-à-dire qu'on considère, c'est une des lois de la pensée juive, que c'est la lettre qui doit juger la lettre. Et qu'on ne peut interpréter un écrivain digne de ce nom, un romancier dont on peut parler sans rire, comme disait Nabokov, que à la lumière et à l'aune de ses propres textes. Dans le cas de Céline, ça implique tout simplement que lui-même, après être passé par une période de furie, et de fièvre obsidionale et paranoïaque grandiose et terrifiante, antisémite, a compris ce qui lui était arrivé. Il a compris pourquoi il avait eu besoin de se mettre lui-même, presque volontairement, quasi volontairement, en transe. D'une certaine manière, pour se guérir de ce qu'il y avait encore en lui de résidus de crédulité et de croyance en la propagande. Il y a chez Céline, comme chez beaucoup d'antisémites, un fonctionnement inversif, c'est-à-dire une relation en miroir aux juifs, assez typiquement paranoïaque, donc une inversion de toute la vérité du judaïsme, que ces gens-là ne connaissent pas, les antisémites ne savent rien sur le judaïsme ni sur les juifs, ils ont un fantasme de ce qu'est le juif, et cette inversion dégénère très vite, ça c'est vrai de tout antisémitisme, en aversion, en haine. Voilà. Ça va avoir lieu chez Céline, d'une manière tout à fait classique. Ce qu'il y a de tout à fait inouï et singulier chez Céline, c'est qu'il va dévoiler le poteau rose dans ses pamphlets antisémites. Il va mettre à nu le délire absolu de fureur qu'est l'antisémitisme. Et ça va beaucoup déplaire aux antisémites officiels, à savoir quasiment tous les autres écrivains de son temps. Tout le monde est antisémite, tous les contemporains de Céline, il faut le savoir, sont antisémites en même temps que lui. Claudel, Bernanos première période, Claudel première période, Monterland, Jouandeau, Drieux, Gide, Bernanos première période, Blanchot première période, Morand, qui restera lui antisémite toute sa vie lui aussi, et quasiment tous. La France, disons les choses comme elles sont, est un pays traditionnellement très xénophobe et très antisémite. Ça ne date pas d'hier. Les écrivains, y compris les grands écrivains français, depuis Voltaire mais même avant, sont quasiment tous au moins un petit peu traversés par des clichés antisémites. Vous prenez Balzac, la Comédie humaine, il n'y a que ça, des clichés antisémites. Pareil chez Baudelaire, pareil chez absolument tout le monde. Au XXe siècle, on a finalement assez peu d'écrivains qui vont revenir sur l'antisémitisme. Claudel et Bernanos, en partie à cause de la tentative d'extermination des Juifs d'Europe et de l'horreur que ça va leur révéler. Blanchot, voilà, qui lui a eu véritablement honte de ce qu'il avait écrit avant-guerre. C'est à peu près tout. Les autres, Morand restera antisémite, Gide, bon, il n'en parlera plus, ils en auront un peu honte après, mais enfin, pas au point de méditer leur propre antisémitisme ou leur propre relation aux Juifs. Et Céline, qui est encore un cas à part. C'est-à-dire qu'il ne cessera pas véritablement d'être antisémite, mais en revanche, il va être déniaisé. Il va être déniaisé sur ce qui lui est arrivé, sur sa propre fureur. Et il va comprendre, il le dit à ses correspondants à partir de 45, 46, 47. Il dira même à certains moments, j'ai été pris par la fièvre politique, c'est une imbécilité, l'antisémitisme ne sert que la police, que la domination. Donc il va devenir très lucide. La question que moi je me suis posée quand j'ai écrit Céline seule, c'est pourquoi il est devenu antisémite. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que Céline ne s'est jamais ni excusé, ni n'a jamais considéré qu'il avait eu tort d'être antisémite. Le maximum où il soit allé, c'est par exemple dans une interview en 1951 avec Zbinden à la radio suisse, où il a dit peut-être que je me suis trompé, il faudrait qu'on me le démontre, peut-être que j'ai accablé une secte qui n'était pas si déméritante que je l'ai dit. Oui, bon, quand on est quelqu'un comme Céline, à savoir quelqu'un d'absolument singulier, un génie littéraire, une personnalité absolument inédite,
on ne se répand pas en moraline, comme disait Nietzsche. Donc c'était pas quelqu'un qui allait faire son mea culpa, il l'avait fait un petit peu avant, c'était le titre d'un de ses pamphlets, mais enfin, c'était pas le genre, si vous voulez. De même, ça n'a pas été le genre de Heidegger de dire qu'il n'aurait pas dû adhérer au parti nazi. Bon, ce sont des gens exceptionnels, ils se comportent de manière exceptionnelle. Ce ne sont pas des gens, ils ne sont pas dans l'humanisme, l'humanisme mou. Voilà. C'est pas ça qui est important, on s'en fout. Ça pourrait être un criminel absolu si c'est un génie littéraire. Moi, ce qui m'intéresse, je m'en fous que Shakespeare ait violé 40 nonnes et massacré 50 enfants. Vous voyez, si c'est Shakespeare, c'est Shakespeare. Voilà, soyons clairs. Donc, dans le cas de Céline, en effet, il ne s'est jamais excusé. Il n'avait pas à s'excuser d'ailleurs. S'excuser auprès de qui? Bon. Il a compris quelque chose. Il a compris plusieurs choses. Il a compris d'une part qu'il était haï en France par l'ensemble de la communauté littéraire, par ses contemporains, par les autres écrivains, pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec l'antisémitisme. Tout simplement parce que tous les autres avaient été à peu près aussi antisémites que lui, mais ne l'avaient pas manifesté de manière aussi délirante et aussi furibonde, si vous voulez. Premièrement. Deuxièmement, que si on le haïssait en France, dans les années 50, si les gens réclamaient sa peau, si on le traitait de collabo et qu'on le vouait aux gémonies, dans le milieu éditorialo-culturel, si vous voulez, c'était pas du tout à cause de ces pamphlets antisémites qui ont eu beaucoup de succès, qui n'ont convaincu aucun antisémite. Au contraire, Gide, par exemple, disait c'est de la blague. C'est grotesque. Il va jamais réussir à convaincre une seule personne de devenir antisémite avec ce pamphlet, avec Bagatelle pour un massacre. Si en revanche il suscitait l'animosité du monde entier, comme il le disait lui-même, il dit c'est à cause du voyage. C'est par jalousie. Je suis le plus grand, j'ai cassé la baraque, j'ai démoli le ronron, le train-train dans lequel la littérature était confinée avant moi, et ils m'en veulent pour ça. Et il faut dire que quand on étudie un petit peu les réactions à sa prose, c'est pas entièrement faux. Donc, il va transformer sa conception antisémite du monde en quelque chose qui est déjà beaucoup plus subtil, en une conception. Il va transformer son antisémitisme ou sa conception antisémite du monde en une sorte de lucidité sur l'anticélinisme. C'est ça qu'il dit à ses correspondants. Il dit il y a un anticélinisme comme il y a de l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est terminé, ça ne vaut plus rien. Après-guerre, en 1947, on se fait manipuler par la police, j'étais naïf, j'étais bête, il le dit tout ça. Hein. En revanche, il y a un antisémitisme et on me traque, moi, aujourd'hui, parce qu'on est jaloux de moi, parce qu'on m'en veut, parce que j'ai défoncé la baraque, parce que j'ai lancé une attaque contre le Verbe. Il était rusé, il n'était pas seulement génial dans la Verbe, donc il avait compris que de toute façon, s'il donnait raison à ses ennemis, à ses adversaires, et il avait de véritables adversaires, il aurait eu le destin de Brasillac. Il ne voulait pas avoir le destin de Brasillac. Et heureusement qu'il n'a pas eu le destin de Brasillac, qui lui était un écrivain très médiocre, parce qu'on n'aurait pas eu les grands chefs-d'œuvre de la dernière période de Céline. Donc heureusement qu'il n'a pas été jugé en France et qu'il n'a pas été condamné et fusillé pour des propos et des actes, en effet, qui méritaient, d'après les lois françaises, peut-être le poteau. Mais ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas de considérer le cas de Céline isolément par rapport à son antisémitisme, c'est de dire soit on parle de l'antisémitisme, des écrivains, et dans ce cas-là, on parle de tout le monde, soit on parle de Céline. Et si on parle de Céline, il faut comprendre pourquoi Céline se distingue des autres écrivains antisémites. Non pas des écrivains philosémites, il n'y en a pas eu tant que ça pendant la coloration. Sartre, on ne l'a pas beaucoup entendu dire du bien des Juifs, il faisait représenter ses pièces, les mouches, ou huis clos, dans des théâtres bourrés d'officiers nazis, et puis voilà, il allait, comme Camus, ils allaient demander leur rame de papier à la commandanture pour pouvoir continuer de publier leurs livres. Camus, écrivain humaniste s'il en est, a accepté pendant l'occupation, de ôter de L'Homme révolté le chapitre sur Kafka, parce que Kafka était juif et que ça déplaisait à l'occupant. Voilà, vous voyez, donc c'est pas de l'antisémitisme. Mais est-ce que de certains points de vue éthiques et du point de vue de la noblesse de l'attitude, c'est pas immonde? Moi qui adore Kafka aussi, je considère qu'on n'a pas à faire ça. Bon, ce sont des, si vous voulez, des digressions, mais c'est pour vous dire que Céline comprend très vite qu'il va devenir le bouc émissaire idéal de cette période-là. Lorsque je me suis mis à essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait de singulier dans l'antisémitisme de Céline. Ce qui m'intéressait, ce n'était pas le fait qu'il soit antisémite, c'était le fait que ce soit lui qui soit antisémite. Ce génie absolu de l'improvisation verbale. Je me suis aperçu, et c'est très net dans Bagatelle pour un massacre, donc son premier pamphlet antisémite, le plus célèbre, qui a eu un succès monstre, c'est que
il considère que les Juifs ont porté de manière très, d'ailleurs, paradoxale et ambiguë et incohérente, ont porté un grand tort à la langue française. Et en même temps, cette langue française, il a conchi la langue française avant lui, si vous voulez, avant sa révolution romanesque. Leur tort, c'est, il le dit d'ailleurs un peu après Bagatelle dans une lettre très fameuse et extraordinaire à Lucien Combel en 1943, c'est le tort des Juifs, c'est donc ce qu'a fait l'opération de Proust, dont il dit qu'on ne comprend rien à Proust si on ne le compare pas au Talmud. Le Talmud, d'après Céline, c'est une manière de détruire les tables de la loi de la belle prose française, si vous voulez, c'est-à-dire une manière de concasser, de fracasser le texte, ce qui est vrai, c'est pas faux du tout. Alors lui, il parle de zigzag, il compare Proust à une chenille qui enrobe, qui passe et repasse sur les élites nobiliaires et les dissout dans son sillage acide. Donc déjà, il y a des choses en rapport avec ce que lui-même considère comme étant l'écriture, défécation, radiographie du monde par défécation acide. Et on comprend ça très vite dans Bagatelle pour un massacre. Il voit là une rivalité insupportable, avec sa propre attaque contre le verbe. C'est à lui de détruire le français, le beau français, le français bien parlé. Et donc il va, dans un délire paranoïaque, mais assez intéressant à étudier de près, au microscope psychologique, considérer que finalement tout le monde est juif, tous les écrivains sont juifs, Racine est juif, c'est la phrase, Racine était au demi-quart juif, écrit-il dans Bagatelle pour un massacre, c'est la phrase qui va faire le plus, qui va scandaliser le plus de monde à la parution de Bagatelle pour un massacre. C'est pas du tout les invectives contre les juifs. Ça n'a scandalisé personne. C'est le fait qu'il ose dire que Racine était juif. Ça a fait sauter l'Académie française, si vous voulez. Donc il considère que les juifs, à la fois, envahissent la culture française, ils sont partout, et donc c'est un discours antisémite classique, et en même temps, ils sont dans la langue. Et dans la langue, ils sont en train de faire un travail de dynamitage de la langue. Et c'est lui le dynamiteur, c'est pas eux. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de la notion de face à face. Il y a les juifs et moi, dit Céline. Je suis le juif des juifs, tout le monde veut me tuer. Voilà, il va dire aussi c'est l'affaire Dreyfus à l'envers, etc. Donc il comprend très vite que l'épuration est aussi ignoble que la collaboration et que la persécution, et il a raison. Ce qui s'est passé en France à la fin de la guerre n'est pas très grandiose pour les écrivains, les comités des écrivains épurateurs, etc. Et il va comprendre surtout que s'il suscite autant d'animosité, c'est parce qu'il est Louis-Ferdinand Céline et qu'il a révolutionné la littérature, et pas du tout parce qu'il est antisémite. Parce que lui, il le sait, et il le dit à tous ses correspondants, c'est là-dessus qu'il va fonder sa défense auprès de son avocat danois, Maître Mikkelsen, ils ont tous été aussi antisémites que moi. Et il a raison, dans les faits, sauf qu'ils n'ont pas tous été aussi délirants que lui. Et puis ils n'ont surtout pas tous fait des pamphlets antisémites. Mais vous lisez le journal de Claudel, c'est bourré de phrases débiles sur les juifs. Il faut savoir que le judaïsme, c'est non seulement la religion du livre, de la Bible, mais c'est la religion du commentaire. C'est-à-dire que les textes les plus sacrés pour les juifs sont des textes qui, indéfiniment, interprètent, c'est une religion passionnément herméneutique, interprètent dans des exégèses infinies et merveilleuses leur texte, la Bible. Et sous une forme qui n'a rien à voir avec la logique occidentale. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temporalité. On peut prendre un verset à un endroit de la Bible et le faire commenter ou interpréter ou comprendre par un autre verset à un tout autre endroit de la Bible qui n'a plus aucun rapport l'un avec l'autre. On est dans le texte, on nage dans le texte. Ce qui compte, c'est le mot à mot. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup dérangé les esprits rationalistes de tous les temps. Napoléon, déjà disait, c'était un texte, le Talmud, alors, il avait dû lire de mauvaises traductions, mais peu importe, c'est un texte absolument indigeste, c'est incompréhensible, c'est un fatras, c'est un cloaque d'absurdité. Tout le monde, le peu de gens qui se sont exprimés sur l'art du commentaire juif ont été dégoûtés, écœurés. Il y a une seule exception dans l'histoire de la pensée et de la littérature, c'est Pascal. Blaise Pascal, qui lui a découvert un recueil d'ailleurs de textes antisémites
qui voulait démontrer que les Juifs étaient d'affreux tortionnaires du texte et qui faisait des traductions du Talmud. Et il dit ce sont des discours merveilleux, subtils, ésotériques, empreints de piété, etc. Donc voilà, c'est la seule exception dans l'histoire des gens qui ont eu accès à très petite dose à ce qu'était le Talmud. Donc la religion du livre, religion du commentaire, religion du tabassage de langue, si vous voulez, religion qui n'a rien d'aristotélicien. On n'est pas dans un rapport logique, cohérent et réaliste au texte. On est dans le texte, on est du texte. La grande idée du judaïsme, qui est inouïe, qui existe quasiment nulle part ailleurs, c'est que la Torah a été créée avant le monde. Dieu a d'abord écrit la Torah, la Bible donc, et ensuite il a créé le monde. Voilà, c'est absolument inédit. C'est une religion d'écrivain, si vous voulez. Il n'y a qu'un écrivain qui peut penser ça. Que le texte préexiste à son corps et à son apparition dans le monde. Le grand texte qui, depuis Homère jusqu'à aujourd'hui, nous précède. Après-guerre, il est en prison, il écrit à sa secrétaire Marie Canavagia, et là, il est vraiment dégrisé, il comprend ce qui s'est passé en lui. Ça ne signifie pas qu'il cesse d'être antisémite, ça signifie qu'il comprend que là n'est plus la question. Il écrit à Marie Canavagia le 18 juin 1947. « Il n'y a plus de questions juives en vérité. Autant de juifs à Moscou qu'à New York, et qui ne demandent qu'à s'entretuer. » Donc là, encore un petit cliché antisémite. Il y a des juifs autant à Moscou qu'à New York, on est en 1947, les juifs à Moscou, sous Staline, il fallait les chercher. Et qui ne demandent qu'à s'entretuer. Et c'est là que ça devient intéressant. Mes foutus livres, il parle de ces trois pamphlets antisémites, ne veulent exactement plus rien dire. Ils n'ont plus de sens dans le monde actuel. La question m'embête. La question quoi? La question juive, l'antisémitisme. Il est écœuré. Il est écœuré par son propre antisémitisme. Il y avait une maladie à un certain moment, les choses ont évolué de telle façon qu'elle n'existe plus, cette maladie. Alors pour lui, dans son esprit, cette maladie, c'était les Juifs, qui étaient comme un virus qui était répandu dans la société. Vous voyez, c'est pas du tout une position humaniste. Il dit pas c'est mal d'être antisémite. Il revient sur son propre délire à lui et sur son propre rapport à la question juive. On radote, rabâche, ressasse, mais cela ne veut plus rien dire, ne s'applique plus au monde actuel. L'antisémitisme est imbécile, inepte actuellement, et l'antisélinisme aussi. Voilà. Là, on a quelque chose de tout à fait inédit. Il met en rapport antisélinisme, antisémitisme. Et c'est là aussi qu'il va dire, c'est à cette période-là qu'il va dire « j'étais fait pour m'entendre avec les Juifs ». Alors comme il est antisémite, il ne dit pas « j'étais fait pour m'entendre avec les Juifs », il dit « j'étais fait pour m'entendre avec les Youtres », à son ami Paraz, qui est un mot de l'argot antisémite extraordinairement péjoratif et choquant. « Ah, j'étais fait pour m'entendre avec les Youtres », dit-il à son ami Paraz en 1948, « eux seuls sont curieux, mystiques, messianiques à ma manière. » Voilà. Ça, c'est des choses qu'il dit déjà dès ses pamphlets antisémites, c'est-à-dire des bagatelles. Il explique que finalement, les Juifs et lui, ils sont dans la même catégorie. Je m'attaque aux Juifs parce que finalement, moi-même, je suis hystérique, je suis messianique, je suis prophétique à ma manière, donc on est fait pour s'entendre, d'une certaine manière. Il le dit quasiment comme ça, à l'intérieur même de son pamphlet antisémite. Donc vous voyez, c'est très complexe, c'est très compliqué, et surtout, il n'y a aucun autre écrivain antisémite au monde, dans tous les temps, qui ait jamais été aussi loin dans la révélation de ce qu'était le délire antisémite. Ça, c'est essentiel à comprendre, c'est que Céline va élaborer toute une rhétorique du délire, pour expliquer comment lui est venue l'idée des 3 points, l'idée du métro émotif, l'idée du langage parlé à travers le langage écrit. Au commencement, on n'était pas le verbe, dit-il, mais était l'émotion, etc. Il y a une véritable pensée du délire chez Céline. Et cette pensée du délire, ce n'est pas une pensée théorique, ce n'est pas une pensée universitaire, c'est une fièvre qu'il s'est inoculée quasiment volontairement, il le dira à un moment. Je ne suis pas très sûr que de m'être mis à dos le monde entier, l'hostilité du monde entier, dira-t-il, n'était pas un peu volontaire. Il a besoin d'être seul, il a besoin de s'isoler, il a besoin de voir tout le monde face à lui, le monde entier face à lui, position paranoïaque typique, pour déclencher sa transe verbale, géniale. Voilà. L'antisémitisme lui a servi à un certain moment, il a pris sa dose, il s'est shooté l'antisémitisme, il a bien déliré. Il a écrit des textes qui sont très drôles, je parle des pamphlets antisémites. Alors, il ne faut pas les conseiller, je ne conseille pas la lecture des pamphlets antisémites de Céline quand on a souffert soi-même de l'antisémitisme.
Il ne viendrait pas l'idée de dire à mes parents qui ont porté l'étoile jaune de lire Céline ou d'aimer Céline, ça n'a aucun sens. Mais quand on est né après la guerre et qu'on n'a pas souffert de l'antisémitisme et qu'on arrive à les lire d'une manière dépassionnée, ce sont des textes très drôles, étonnants de comique, comme tout ce qu'écrit Céline. Ça ne signifie pas qu'il n'est pas sincère dans les pamphlets, il est très sincère dans son antisémitisme. Qu'est-ce qui caractérise les pamphlets? Je vous le redis, c'est pas qu'ils sont antisémites, c'est qu'ils sont délirants. Des pamphlets antisémites, avant Céline, en même temps que Céline et après Céline, et jusqu'à aujourd'hui, il y en a des milliers. Il y a pléthore, c'est un genre en soi, c'est une sous-littérature, comme on peut parler de la littérature médicale ou du roman de gare, etc. Il n'y a que ça en France en tout cas, des pamphlets antisémites. Pourquoi ces pamphlets-là font-ils encore question dans l'histoire de la littérature et aujourd'hui? Parce qu'ils mettent à nu le délire qui est la nourriture profonde de tout antisémitisme, y compris de n'importe quel antisémite aujourd'hui au XXIe siècle. Or, vous ne trouverez jamais aucun antisémite qui va vous dire « je suis un grand délirant, je suis un grand paranoïaque, je vois des juifs partout, j'hallucine des juifs partout », ce que disent tous les antisémites, y compris aujourd'hui. Et vous ne trouverez jamais un antisémite qui vous dira, à part Céline dans les pamphlets, c'est pour ça que je dis qu'il dévoile le poteau rose, si je n'aime pas les juifs, c'est pas parce que je les connais. L'antisémite ne sait pas ce qu'il est à Chaïté. Il n'y connaît rien aux juifs, il ne connaît rien au judaïsme. En revanche, il sait que c'est le peuple du livre. Et la haine que les antisémites vouent aux juifs est une transposition, mais très basse, très, très minable, de la haine que la société, que le lien social voue à la littérature. Voilà. Ça, c'est mon interprétation à moi d'antisémitisme, et c'est ce que Céline a fini par comprendre. Et c'est ce que Céline dit dans ses pamphlets, y compris dans ses pamphlets. Et ensuite, après les pamphlets. Voilà. Ça, c'est unique dans l'histoire de la haine, si vous voulez. C'est pas qu'il était antisémite qui est unique, c'est qu'il était antisémite de cette manière-là. Et ça a beaucoup dérangé l'ensemble des antisémites de son temps. Il est possédé par son antisémitisme. Donc il est possédé sur son mode à lui, et son mode à lui, c'est la fureur. Donc il est évidemment fiévreux, il est furieux, mais ce n'est pas véritablement une haine au sens psychologique du terme, parce qu'il est toujours comique. Voilà, que ça n'existe pas quelqu'un de sincèrement haineux. C'est aussi une des caractéristiques de l'antisémitisme de Céline, c'est qu'il est drôle. Il est comique, il est outrancier. On ne peut pas y croire. Donc ça, c'est absolument unique. Même Voltaire, qui était très antisémite et qui était très drôle par ailleurs dans ses textes, n'est pas drôle quand il est antisémite. Il ne rigole plus. Céline ne cesse de rigoler. Il le dit lui-même, il dit « j'ai le délire comique ». C'est pas que ça atténue son antisémitisme, c'est que ça le rend unique. Moi, je suis comme un scientifique, et il y a devant lui une petite coupelle, et puis dessous, il y a le bacille antisémite, voilà. Vous voyez, j'inverse la métaphore antisémite qui fait des juifs des microbes, voilà. Et puis j'essaye de comprendre comment ça fonctionne, voilà. Il y a tout à coup une prise de sang de l'antisémitisme de Céline, et je vois que là, ça gigote, ça danse le rigodon sous mon microscope. Je me dis, mais c'est extraordinaire. Tous les autres, ils sont raplapla, ils n'en peuvent plus, ils n'ont aucune énergie, ils en veulent aux juifs, les juifs leur pompent tout, l'argent, les femmes, la jouissance. Et lui, non, là, il gigote, il danse, il s'époumonne, c'est unique. Il faut aussi comprendre, quand on lit calmement Bagatelle pour un massacre principalement, à savoir le premier pamphlet antisémite de Céline, chronologiquement et le plus vitupérant, que ce n'est pas seulement un livre sur les Juifs, c'est aussi un livre sur la littérature de son temps. C'est véritablement un traité de style. C'est-à-dire qu'il va expliquer pourquoi il est un grand écrivain. Il faut savoir que ce pamphlet apparaît après l'échec relatif de Mort à crédit, où apparaissent les 3 points, où déjà apparaissent certaines caractéristiques du style célinien, et qu'il a été refroidi par l'échec du Goncourt, le voyage au bout de la nuit n'a pas eu le Goncourt, donc il en veut à la terre entière. Voilà. Et il commence à mettre en place sa petite machinerie paranoïaque et en même temps assez extra-lucide, à tous les sens du terme, c'est que finalement, il est le grand écrivain de son temps et personne ne veut le reconnaître. Tous les critiques, tous les journalistes, tous les commentateurs culturels, tous les écrivains, ses contemporains, lui en veulent d'être le grand écrivain du temps. Alors, il va déployer ça dans Bagatelle pour un massacre, sous une forme très comique, puisque lui considère que l'écriture, c'est une révélation acide du mensonge planétaire par défécation. Il va considérer que tous les autres sont des petits paix comparés à lui. Chie pas juste qui veut, dit Céline quand on lui reproche sa vulgarité. Et donc, le roi des péteurs, c'est qui? Proust. Ça revient tout le temps dans Bagatelle pour un massacre.
Proust, c'est comme ça qu'il l'appelle, c'est le roi des péteurs. C'est-à-dire il considère que tout le monde adore Proust et qu'on dit que Proust est le grand écrivain. Il dit mais si Proust il était pas juif, on n'en parlerait pas. C'est comme Freud, c'est comme Bergson. Personne n'en parlerait, c'est uniquement parce qu'ils sont juifs qu'on en parle. Le complot consiste à ce que tous les génies juifs, comparés à lui, si vous voulez, il étouffe sous les génies juifs, d'une certaine manière. Il va parler de Proust, il parle de Bergson, il parle de Freud, il parle d'Einstein dans Bagatelle, il n'en peut plus. Il dit, et moi je suis là et personne ne me voit. Tout le monde m'en veut, je suis le juif des autres. La révolution stylistique de Céline, elle n'est pas dans Bagatelle. Dans Bagatelle, c'est vraiment, je vous le dis, c'est une expérience comme quelqu'un c'est exactement comparable d'une certaine manière au hashish pour Baudelaire. Pendant une certaine période de sa vie, il va tenter quelque chose, mais c'est moins conscient, évidemment. Il va s'inoculer le délire antisémite. Il a besoin de s'inoculer du délire. Mais ça ne change rien à son style, il est toujours aussi génial, aussi flamboyant, avec des passages entièrement paranoïaque et pompé sur tous les pamphlets antisémites de son époque, qui ne viennent pas de lui, et qui va réécrire dans son style à lui. Mais c'est pas là qu'il est grandiose. Il est grandiose dans tout le reste. C'est-à-dire qu'il est grossier, si vous voulez, et bête, et imbécile, et crétin, dès qu'il parle des Juifs, mais y compris dans Bagatelle, dès qu'il parle du reste, de la manière dont la société est corrompue, de la manière, il va raconter un voyage qu'il a fait en URSS et la visite d'un institut gynécologique qui est génial, qui est extraordinaire, où il parle du rapport entre la mort et la naissance, la maternité, la mort, c'est quelque chose de prodigieux. Dans Bagatelle pour un sac, là, il redevient le grand Céline, génial, profondément pessimiste, profondément drôle, et avec un style déjà volcanique. Donc, c'est pas dans Bagatelle que les choses sont révolutionnaires. Bagatelle, c'est la période, Bagatelle pour un massacre et l'école des cadavres et les beaux draps, ces trois pamphlets antisémites, c'est la période où il se dope. Il se dope au délire, pour nourrir sa turbine prosodique, si vous voulez. Voilà, c'est comme ça que je conçois ces trois livres-là. Mais la révolution romanesque, elle commence avec Voyage au bout de la nuit, et elle se poursuit avec Mort à crédit, et elle continue après. C'est pareil, en prison, il continue d'être génial quand il écrit Féerie, il en peut plus, il est à bout physiquement, mais là, vous lisez une page de Féerie pour une autre fois écrit en prison, et ça virevolte immédiatement aux oreilles et devant les yeux. Il doit rivaliser avec le délire du monde. Et le monde est sacrément délirant au XXe siècle, et lui, il l'a vu de près, le délire. Il a été dans les tranchées, assez très courageusement d'ailleurs. Il a vu la mort en face, il a vu l'enfer, il est descendu en enfer. Il a vu ce qu'était le délire de la propagande, de la politique, de la guerre. Et il a compris que pour être à la mesure de ce délire-là, il fallait contrebalancer le délire du monde par un délire au moins aussi puissant verbalement. Voilà. Et l'antisémitisme, c'est pas conscient chez lui. Mais c'est comme ça que ça fonctionne à même sa prose. C'est pour ça que je dis que ma lecture, elle est typiquement juive. Je ne m'intéresse qu'à la prose de Céline. Je ne m'intéresse pas, moi, moralement, à savoir si mon voisin, ou si ma voisine, ou si ma concierge est antisémite ou pas. Tant qu'elle ne m'insulte pas, tant qu'elle ne me dit rien, chacun pense ce qu'il veut, ça ne m'intéresse pas. Donc je ne m'intéresse pas à ce que pensait Céline des Juifs. Je m'intéresse à la manière dont ça fonctionne dans sa prose. Et dans sa prose, ça fonctionne comme ça. Une manière de comprendre aussi comment fonctionne la fièvre obsidionale de l'antisémitisme célinien, c'est de comparer au destin de Semmelweis, grand obstétricien hongrois qui a passionné Céline et à qui il a consacré sa thèse de médecine, qui est merveilleuse. Déjà, c'est déjà un grand écrivain qui apparaît, c'est Avant voyage, c'est un texte merveilleux, on peut l'acheter en poche aujourd'hui et le lire, c'est un grand texte de Céline. Et ce Semmelweis, c'est un type qui s'est aperçu que si les parturiantes, les femmes qui allaient accoucher, mouraient, tombaient comme des mouches, c'est parce que les obstétriciens ne se lavaient pas les mains à son époque, donc fin du 19e siècle. Il va faire part de sa découverte, qu'il suffirait de se laver les mains pour faire tomber radicalement le nombre de parturiantes et d'enfants qui meurent, et il va susciter la haine de tous ses collègues, par jalousie, parce qu'il a fait une découverte. Et Céline va se comparer à Semmelweis. À tous les niveaux. Il va dire de Semmelweis, humainement, c'était un maladroit, il n'a pas su présenter sa découverte dans les formes, donc il s'est mis à dos tous ses collègues, et du coup il va en devenir fou, et il va terminer en s'inoculant lui-même cette fièvre plurale, en allant farfouiller dans un cadavre pour démontrer qu'il avait raison, parce que les obstétriciens du temps de Semmelweis faisaient des dissections, et puis sans se laver les mains, allaient ensuite accoucher des parturiantes, qui crevaient toutes comme des mouches. Et il comprend le rapport, Semmelweis. Et lui, pour démontrer, parce que personne ne veut le croire, et par jalousie, parce que c'était un véritable découvreur, inventeur, un génie médical, il va tout à coup farfouiller dans un cadavre, en putréfaction, et se donner un coup de scalpel, et choper la fièvre puerpérale et en mourir. Voilà. Céline dit « Mon destin est comparable à celui de Semmelweis ».
C'est le grand homme que j'ai découvert, il a la haine de tous ses collègues, donc tout de suite il met en parallèle son rapport aux autres, à la littérature, aux autres écrivains, sa propre découverte que personne ne veut prendre en considération. Et ça il ne le dit pas, mais en effet on peut faire un parallèle étonnant, c'est que lui-même, il va d'une certaine manière, parce qu'humainement c'est un maladroit et parce qu'il a besoin de se mettre en transe, s'inoculer la fièvre antisémite. En allant fouiller dans le cadavre des pamphlets antisémites de son époque, qui sont légion, et de les prendre en décomposition. Alors, c'est une thèse qui n'est pas mienne, qui a été explicitée de manière très fine par une universitaire américaine de grand talent, qui s'appelait Alice Yeager-Kaplan, à l'époque, qui est Alice Kaplan, qui est une spécialiste, une universitaire américaine, spécialiste de la littérature française d'entre les deux guerres, et qui va expliquer qu'il y a un point commun très, très patent entre le destin de Semmelweis, le destin de Céline par rapport à ses contemporains écrivains, et surtout la manière dont il va foyer le monceau de textes, d'immondices des pamphlets antisémites de son époque pour fabriquer Bagatelle, exactement comme Semmelweis va aller foyer le cadavre à la fin de sa vie en dissection et s'inoculer la fièvre purpurale. Donc c'était une compréhension très lucide de la manière dont fonctionne le délire célinien. Qu'est-ce que c'est qu'un immense écrivain, un génie de la littérature? C'est un type, comme vous et moi, qui prend son temps à bras-le-corps, son époque à bras-le-corps, et qui lutte contre son époque. Il ne collabore pas avec son époque. Il ne fait pas confiance à son temps, à son époque. Voilà. Céline, c'est quelqu'un qui va être confronté à l'une des pires époques de l'histoire des hommes, le XXe siècle, commençant la première moitié du XXe siècle, 2 guerres mondiales, et qui va, par une puissance démonique, non pas démoniaque, mais démonique, géniale, inouïe, se mettre en état de pouvoir rivaliser avec cette horreur-là, en la décrivant, mais pas en la décrivant passivement, en la traversant, en la transperçant, en la radiographiant, en la déchiquetant verbalement. Voilà. Le monde, la planète déchiquette des humains, lui, il va utiliser la langue et son génie littéraire pour déchiqueter le monde. C'est en cela que c'est, avec Proust, le grand écrivain en langue française du XXe siècle. Alors, en 1993, tout ce que je viens de vous raconter, je l'ai écrit dans un livre, Céline seule, qui est paru chez Gallimard, et j'ai été, du coup, accueilli par le petit cercle des proches et des fidèles de Lucette Détouche, la veuve de Céline, vieille dame déjà, mais charmante, adorable, très proche du portrait que Céline trace d'elle dans ses romans. C'est la Lily des romans de Céline. C'est, si vous voulez, une sorte de sultane, de muse sage. Voilà, quand on la rencontre, j'ai été invité à Meudon, là où a vécu Céline, à dîner avec le petit cercle des fidèles de Lucette Détouche, et j'étais déjà assez enthousiaste, assez passionné par la question Céline, et donc je commence à expliquer en quoi consistaient mes thèses, mes théories, et ce que j'avais écrit dans mon livre, à Lucette Détouche et à l'Assemblée. Et puis je commence à m'échauffer, à parler des rapports entre Céline et la Bible, Céline et les prophètes, etc. Et puis à un moment, j'entends d'une oreille, pendant que je parle, Lucette, qui se tourne vers sa voisine, et qui lui dit, comme ça, et Louis me le disait déjà, il n'y a que les Juifs qui me comprennent. Alors, j'étais pas venu pour rien. Et moi, je me complais dans mon rôle de l'avocat du diable. D'abord parce que, en bon juif, j'aime bien le diable, d'une certaine manière. Chez les juifs, dans le judaïsme, il n'a pas le rôle absolument abject et adversaire qu'il a dans le catholicisme. Et donc, je ne me vois pas en président d'un tribunal condamnant Céline. Mais si on me demandait mon avis en tant qu'avocat du diable dans le procès Céline, je dis acquittement immédiat. Pourquoi? Parce que c'est un génie, mon honneur. Et vous, non. Vous qui faites le procès de Céline, vous n'êtes pas des génies. Voilà, donc acquittement immédiat. Et puis il a tué personne, il n'a violé personne. Et là, c'est plus sérieux. Et surtout, il a fait 2 années de prison, 1 année et demie de prison au Danemark. Donc c'est-à-dire, il a payé pour des crimes culturels, si vous voulez, c'est-à-dire pour avoir écrit des choses abjectes. Donc il a fait son temps en prison, et il a assez dit. Et puis, heureusement, d'ailleurs, qu'il a été emprisonné, parce que ça lui a permis de renouveler sa conception des choses, et que ça n'a pas du tout interrompu son flot, sa verbalité absolument
tumultueuse et que ça nous a donné des chefs-d'œuvre. Heureusement qu'il a été avec les collaborateurs qui s'est barré à Sigmaringen pour ne pas se faire zigouiller à Paris, parce que ça nous a donné les merveilleux romans de la fin, d'un château l'autre, Nord et Rigaudon. Vous voyez, donc tant mieux. Je dois dire que si je suis aussi à l'aise dans ma défense de Céline, c'est pour une raison très simple, et qui est assez singulière aussi parmi mes contemporains à moi, c'est que je n'ai pas un demi-gramme d'antisémitisme en moi. J'ai aucun problème avec cette question. Je suis juif et j'aime être juif, je suis heureux d'être juif. Il n'y a en moi aucun antisémitisme. Donc je peux m'occuper de Céline comme d'un papillon extraordinaire qui serait à la fois carnivore et qui serait capable de se métamorphoser de toutes les couleurs. Voilà, pour moi c'est une bête curieuse. Ce n'est pas un ignoble individu. La question morale ne m'intéresse pas. C'est vrai que Céline est l'image tout à fait proustienne du fait qu'il n'y a aucun rapport entre l'écrivain et l'homme. Voilà. Céline est une démonstration incarnée de la véracité de la théorie proustienne qu'entre un homme, ses rapports avec sa famille, avec la société, avec son milieu, et l'écrivain, il y a un abîme. Voilà. Donc c'est pour ça que d'une certaine manière, que pour bien comprendre et bien lire Céline, il faut aussi lire Proust, qui a beaucoup parlé de l'antisémitisme, de la fin du XIXe siècle, de l'affaire Dreyfus. C'est un des thèmes majeurs de la recherche du temps perdu. Il y a un leitmotiv qui revient dans Bagatelle, qui est très édifiant, c'est la rivalité avec Proust. Il comprend qu'il a un seul... Il le dira à la fin de sa vie, plus calmement et plus posément, mais il comprend qu'il a un véritable rival dans l'ordre de la subversion littéraire, c'est Marcel Proust, il n'y en a pas d'autre. Il comprend assez vite que en devenant qui il est, à savoir Céline, le Céline de Voyage au bout de la nuit et des textes qui vont suivre, il a rendu tous les autres illisibles, il le dit lui-même. Il a affadi entièrement tous les autres, tous ses contemporains. Ça, suffit de lire une page de Céline, et en effet, on a du mal après à rigoler ou à se réjouir en lisant du Gide, ou du Drieux-La Rochelle, ou du Jouando, ou du Giraudoux. Voilà, bon. Et il n'y en a qu'un autre qui fait cet effet-là, c'est Proust. Proust, et il le savait aussi, en une page, vous lisez les 20 premières lignes de La Recherche du temps perdu, vous n'avez jamais rien lu de pareil, et surtout, il n'y a plus personne qui tient à côté. C'est terminé. Donc, ce sont, si vous voulez, ce sont des drogues dures. Voilà, et comme disait Céline, c'est rare un style, monsieur. Il y en a 2, 3 par siècle. Voilà. Là, il y en a eu 2. Il le dira à la fin de sa vie, sur un ton amusé, toutes ces histoires chez Proust, d'enculades, de garçons de bain, de cabines, etc. Il dit c'est pas ça le vrai truc. Il dit il avait un vrai carat de créateur, c'est son style, et il le reconnaît. Donc Céline, à la fin de sa vie, après s'être un peu énervé contre Proust dans sa période antisémite, reconnaît qu'ils sont ex aequo sur le podium du XXe siècle, de la littérature du XXe siècle, en français.